Salut tout le monde, salut YouTube. Dans cette nouvelle série sur ma chaîne, à laquelle je songeais déjà depuis quelques temps, on va s'intéresser à des questions autour de la théorie qui se cache derrière la résolution des cubes, des questions auxquelles je vais tenter de répondre moi-même, mais aussi via la lecture et l'analyse de diverses ressources, des données et aussi des articles sur le speedcubing. Pour cette première vidéo, on va parler d'un article dont le titre est Learning from the Pros, donc apprendre des pros, et qui est paru il y a quelques jours sur le site speedcubedb.com, et de l'analyse associée à cet article qui est disponible sous forme de PDF avec des bien jolies représentations graphiques. Le site speedcubedb.com répertorie plus de 4000 reconstructions de résolutions, des résolutions réalisées par les meilleurs cubeurs mondiaux depuis une dizaine d'années. Je base toute cette vidéo sur leur travail et donc je vous invite évidemment à aller visiter et utiliser leur site, leur faire des retours si vous aimez leur travail, etc. Je mettrai les liens dans la description comme d'habitude. L'idée et l'envie du site, d'après les rédacteurs de l'article, repose pas mal sur le travail de Brest, un speedcuber qui est devenu célèbre dans la communauté mondiale vers la fin des années 2000 pour son implication dans la reconstruction et l'analyse de tous les records et de tous les solves intéressants qui étaient disponibles en vidéo sur le net à ce moment-là. Ces reconstructions étaient partagées principalement dans des topics dédiés sur le forum Speedsolving, qui est le plus gros forum mondial sur le speedcubing, l'équivalent de FrancoCube pour les Américains, mais aussi pour tous les cubeurs maniant un peu l'anglais. À une époque, on trouvait d'ailleurs régulièrement et facilement là-bas tous les meilleurs mondiaux, à l'exception de certains japonais. Pour en revenir à l'article qui nous intéresse, il y a plus de 4000 reconstructions analysées et parmi elles, les auteurs de SpeedCubeDB en attribuent environ 2000 à Brest. C'est dire son importance dans leur travail. La majorité du reste du boulot a été fait par 3 personnes. Donc Stuart Clark qui a à son tour réalisé plus de 1000 reconstructions et qui a grandement participé à leur analyse, dont on va parler ensuite. Gil Zussman qui a créé le site speedcubedb.com, qui a amassé toutes ces reconstructions dans sa base de données et qui a aussi créé des outils pour faciliter le travail d'analyse et de reconstruction des solves. Et Basilio Norris, qui est présenté comme un spécialiste de l'analyse du comportement humain, peut-être qu'il est chercheur, et qui utilise beaucoup les graphes et toutes les formes de visualisation dans ses travaux, de manière à mettre en avant les perles cachées d'une base de données, et faire ressortir, dans l'exemple ici, pour les reconstructions de cubes, ce qu'elles peuvent nous apporter et nous apprendre de manière à améliorer notre manière de résoudre à la fois en temps et en efficacité. L'objectif de cette vidéo, c'est donc tout d'abord de partager en français et sous un autre format ce qui est dit dans cet article pour tous les gens intéressés qui n'ont pas forcément l'envie de lire un article en anglais, mais qui veulent en savoir plus sur ce que peuvent nous apporter les reconstructions de résolution. On va ensuite parler un peu de ce qui se cache derrière cet article et ces données, de ce que l'on peut en tirer pour la résolution très concrètement, de ce qu'on ne peut pas en tirer aussi à cause des biais impliqués par les données et les limites de l'exploitation de ces données, ce qui sont deux choses différentes. Et on va voir que les auteurs de l'article ont déjà énoncé une partie de ces biais, mais qu'il en reste d'autres. Et enfin, on va voir ce qu'on pourrait tirer d'autres de leurs stats et qui n'a pas été présenté pour l'instant dans leur article, mais qui viendra peut-être plus tard, ou alors qu'on pourra leur suggérer, ce qui peut être une bonne idée aussi si on rentre en contact avec eux, si certains d'entre vous sont motivés. Alors le premier biais évoqué par les auteurs de l'article, c'est le type de solve qui est présent dans leur base de données. Ce sont les solves des meilleurs cubeurs, oui, mais seulement leurs meilleurs solves la plupart du temps. Et en plus, le nombre de solves pour chaque cubeur est totalement inégal, comme on l'a vu dans le graphique précédent. Donc des centaines de solves pour Félix, alors qu'il y a seulement quelques dizaines de solves par exemple de Timon, Max ou encore Jaden, et seulement quelques solves d'autres cubeurs comme Philippe qui est quand même le champion du monde en titre. Ça veut dire qu'il est difficile de faire des conclusions vraiment générales sur la façon de bien résoudre, puisqu'il nous manque probablement des solves malchanceux ou contenant des cas plus difficiles, pourtant résolus avec les mêmes techniques par les mêmes cubeurs, mais aussi il nous manque de la variété
qu'on peut retrouver en ayant autant de solves de chacun des meilleurs mondiaux et qu'on n'a pas ici. L'autre biais évoqué au départ n'en sera finalement pas un, il s'agit du biais de la base de données au niveau des méthodes utilisées. La base contient quasiment uniquement des solves en CFOP, mais c'est pas important parce qu'on va garder seulement cela et faire des conclusions uniquement sur la méthode CFOP. Et pas des conclusions générales du type comment on fait pour être rapide pour résoudre tout court. Je note quand même qu'il n'y a pas eu de découpage plus fin pour éventuellement enlever des petites variations qui changent la manière d'être efficace, comme les solves cross on left, bon je pense à Jules, mais j'imagine qu'il n'y en a pas ou très peu dans la base, donc finalement ce ne sera pas un problème non plus. Et les auteurs ont aussi pris la peine, et je pense que c'est important d'avertir que les stats ne sont que des stats, et que comme nous le dit Félix, ici cité, une partie de la résolution repose sur la technique, et une autre partie reste de l'art, les finger tricks et les regrips ayant beaucoup d'importance. On va maintenant rentrer dans l'analyse statistique. Alors toute première chose, de manière moyenne, selon cette base de données, dont on a précisé la nature, il y a une corrélation entre le fait de faire peu de mouvements et d'avoir un bon temps, mais aussi le fait de tourner très vite le cube et donc d'avoir des TPS, donc le nombre de mouvements par seconde très élevé, c'est en lien aussi avec l'obtention de bon temps. Mais ça ne veut pas dire que les deux choses arrivent forcément en même temps. Il y a beaucoup d'éléments intéressants dans l'analyse complète proposée sur le PDF, mais je vais maintenant me concentrer sur les points soulevés dans l'article qui a été posté sur leur site. J'ai choisi de traiter le sujet comme ça parce que les éléments traités dans l'article sont les plus intéressants ou les plus étonnants. C'est pour ça qu'ils les ont mis en avant d'abord, alors que le reste des analyses conforte beaucoup plus des certitudes. S'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cette analyse, leurs données, je ferai d'autres vidéos plus tard sur le sujet. Et les premières données intéressantes mises en avant par l'article sont présentées dans ces trois graphes. Donc le premier nous montre le rapport entre les TPS et le temps obtenu. Ce que l'on voit, c'est que pour les temps de 20 à 8 secondes, si on suit le graphe depuis la droite et qu'on va vers la gauche, on a un nuage de points qui suit une progression plutôt linéaire et qui nous suggère que plus les TPS sont importants, plus on fait un bon temps. Par contre, ensuite, à partir de 8 secondes, on voit que les points s'envolent un peu sans suivre cette ligne et qui tendent à se répartir de façon plus homogène sur le graphe. Ça veut dire que sur les solves les plus courts, on a beaucoup plus d'écart entre les TPS. On a des solves très courts, autour de 4 secondes, avec un énorme TPS, et des solves de même durée, voire encore plus courts, avec un TPS pas meilleur que celui qui semble par contre nécessaire pour faire 8 secondes. Donc il y a cette barrière à peu près vers 8 secondes sur les données pour l'instant. L'article nous dit deux choses. D'abord, en regardant du côté des moins bons solves de la base de données, on voit qu'ils sont moins bons plus parce qu'il y a un grand nombre de mouvements à faire que parce que les TPS n'étaient pas assez élevés. Au niveau du vocabulaire, on parle d'efficacité. Pour ce cas, on dit que le cubeur n'a pas été assez efficace, c'est-à-dire qu'il fait des mouvements parasites ou, quand je dis parasite, c'est inutile, tout simplement, qui va annuler ou qui ne résolvent rien, ou des algos trop loin des algos optimaux, donc trop long en nombre de mouvements. Au vu des courbes, ça me paraît assez juste, bien qu'il y ait un biais qui permet une autre explication qu'un simple manque d'efficacité du cubeur. C'est que si le cubeur tombe que sur des cas pourris qui demandent plus de mouvements, il a beau être rapide, avoir beaucoup de TPS, il a un mauvais temps. Et pour autant, c'est pas tellement ce qu'on peut appeler un manque d'efficacité. Donc, premier petit biais. Deuxième chose, en se basant sur la première courbe, mais aussi sur la deuxième qui présente les temps obtenus par rapport au nombre de mouvements pour résoudre, l'article nous dit maintenant qu'au bout d'un moment, l'augmentation des TPS ne sert plus à rien. Ce qui peut se comprendre comme le fait qu'il y a une limite à ne pas dépasser pour être capable de repérer, même si on a une machine. Bien sûr, je dis ça, mais ça sous-entend qu'il y a besoin de repérer. Et donc, je dis par là aussi qu'il y a une limite à ce qu'on peut voir à l'inspection. Si jamais on considérait qu'il n'y avait pas de limite et qu'on pouvait voir 4 paires à l'inspection et intuiter quel OLL on va avoir, l'argument de performance qui stagne en augmentant les TPS ne marcherait plus. Pour le dire autrement, je pense que le graphe confirme que même les meilleurs cubeurs sur les meilleurs solves ont besoin de repérer des étapes au-delà de leur inspection.
Là aussi, un petit biais supplémentaire doit être mentionné. Je pense que vous l'avez vu venir en regardant la courbe du bas où il y a une soudaine chute du nombre de mouvements pour les temps vraiment exceptionnels. C'est les skips, tout simplement. L'analyse en termes d'efficacité et de TPS nécessaire à obtenir les meilleurs temps est complètement faussée si on arrive dans une catégorie de temps qui est constituée majoritairement de solves avec des skips. Tandis que dans les autres fourchettes de temps, ils sont bien sûr présents, les skips, mais de manière moins évidente. Parce qu'il y a eu plus de temps obtenu dans ces fourchettes, de temps plus élevés, et il y en a eu obtenu en full step, comme en skip, il y a plus longtemps, ou sur un mauvais début de solve par exemple. Pour finir sur ces passionnants graphiques, un mot sur le dernier, il illustre bien le lien entre le nombre de mouvements dans le solve et les TPS. Et on voit qu'aucune courbe ne se dégage à partir du nuage de points qui forme une sorte de gros pâté. En termes purement statistiques, ça nous dit qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux. Donc il y a une égale répartition entre les différents cas, gros TPS et beaucoup de mouvements dans le solve, gros TPS, peu de move, petit TPS, beaucoup de move, etc. Ça paraît assez logique puisque peu importe l'efficacité du cubeur, des cas pourris ou des skips peuvent subvenir dans le solve. Pour quelqu'un qui a beaucoup de TPS, comme quelqu'un qui en a moins, bisous à Jules et Emilien, donc ça change rien. La statistique mise en avant suivante, elle concerne l'opposition entre faire des rotations et utiliser plus de faces différentes pour résoudre une étape. On parle bien ici des étapes prises les unes après les autres, et donc d'un choix réel du cubeur dans la manière de résoudre certains cas. Si on parlait de façon globale, ça aurait moins de sens parce que c'est trop dépendant des cas que l'on rencontre. Par exemple, lorsque toutes les arêtes des F2L sont bien orientées au sens de la méthode ZZ dès la fin de la croix, ou même avant, dès le mélange, dans un solve en CFOP, on ne peut pas comparer avec un solve où deux arêtes sont orientées et deux mal orientées pendant les F2L. Donc là, ce que nous représentent les graphiques, c'est pour un même type de configuration, les temps qui ont été mis par les top cubeurs pour résoudre en faisant un choix entre augmenter le nombre de faces utilisées ou faire une rotation. Le premier histogramme nous dit qu'en ce qui concerne la croix, il est plus rapide d'utiliser plus de faces. Bon, donc en exagérant un peu, par exemple si on a une croix très facile comme ça, ce que... Je vais les mettre pareil. Ce que nous dit l'article, c'est tout simplement que c'est pas la peine d'aller essayer de tourner le cube pour se mettre dans une position où on va pouvoir résoudre en R et en U par exemple. Je fais R et U et puis après je fais une rotation pour faire R et U et puis après je me retrouve sur la suite de mon solve. Si en fait on a pu inspecter à l'avance et qu'on a vu que en faisant des D, des F et des B, on allait pouvoir faire ça. Voilà, en plus il se trouve que le solve était facile, mais c'est juste pour illustrer sur la croix. L'article nous propose l'explication suivante. Avec le repérage, on est capable de calculer à l'avance les bonnes façons de positionner nos mains pour faire des finger tricks plus complexes en début de solve que pendant le solve et arriver à rester précis quand même. Je trouve que l'explication est très convaincante et je rajouterais que ça marche pour tout ce qui a été repéré à l'inspection, même si ça va jusqu'à la paire 2 par exemple. D'ailleurs, il est courant de voir les cubeurs faire de la visualisation avant de lancer le solve. Parfois même, ils esquissent des petits gestes ou des signes extérieurs comme des légers mouvements de tête ou chercher des pièces avec leurs yeux. Donc je pense aussi que même si ça n'a pas été évoqué dans l'article, pour compléter l'idée précédente, faire des rotations, c'est utile et même important pour le repérage. Donc toutes les rotations faites pendant l'inspection, elles sont en quelque sorte plus à faire pendant le solve, pendant la croix. Tandis que plus tard, il va y avoir à nouveau besoin d'une rotation, parfois pour aider à prévoir une prochaine paire de F2L par exemple, même lorsqu'on aura pu s'en passer de la rotation pour résoudre la paire de F2L. Et justement, le deuxième histogramme qui concerne lui les F2L nous dit cette fois qu'il est moins coûteux en temps de faire des rotations et des suites de mouvements simples avec peu de faces utilisées
du type RU, ce qu'on appelle des algos to-gen, que de faire des algos plus complexes et optimaux pour résoudre sans rotation. La première justification de l'article, qui semble pas mal, c'est de dire qu'il y a plus de TPS pendant l'étape des F2L, donc c'est mieux d'avoir des algos qu'on peut spammer, même si on pourrait argumenter que l'un peut être la conséquence de l'autre, mais que ça peut être le contraire, et que c'est parce qu'on fait du to-gen que les TPS sont hauts. Bon. Je trouve très intéressante une autre justification de l'article qui dit que, un peu paradoxalement, avec l'amélioration des cubes, il devient moins utile d'avoir des solutions sans rotation. Je dis paradoxal parce que c'est aussi l'amélioration de matériel qui permet de faire des algos plus sophistiqués avec facilité, comme les algos en RUF et en RUD qu'on pouvait déjà faire à partir de la génération de cubes d'il y a une dizaine d'années, et les algos en RUS ou en RUF qu'on peut faire, RU petit f, pardon, qu'on peut faire avec les cubes vraiment récents. En réalité, je pense que l'argument est vrai quand même, parce qu'on est passé de cubes très mauvais, où il est intéressant de faire des rotations, puis de spammer du RU, enfin spammer, de faire du RU, pour surtout pas utiliser d'autres faces, à des cubes, donc ça c'était avant 2009, on va dire, à des cubes un peu meilleurs, où on pouvait aller de plus en plus vite, à condition de ne pas faire des mouvements trop complexes fréquemment. Et là, il devenait intéressant d'utiliser par exemple des F ou des D pour orienter des arêtes ou permuter des coins au sein d'un algo de F2L ou d'OLL pour éviter de tourner le cube. Et maintenant, on en arrive au cube où on peut faire presque tout ce qu'on veut. Les mouvements les plus faciles sont aussi encore plus rapides qu'avant. Ce qui fait qu'on n'a pas de nécessité absolue imposée par le matériel de choisir entre l'une ou l'autre approche, et qu'on se retrouve avec des oppositions entre plusieurs écoles spammées encore plus vite qu'avant. On voit que les meilleurs ont des TPS de plus en plus hauts du tout gen, avec des rotations entre les cas, ou alors faire des algos plus optimaux avec des F, des petites F, des S, des B au milieu de l'algo. C'est là où pour moi l'article est passé à côté de l'argument principal qui permet d'expliquer qu'on trouve des temps plus rapides sur des rotations plus to gen. C'est l'argument de l'utilité des rotations pour le repérage. Et pour mieux comprendre ça, il faudrait faire des études plus approfondies sur ces stats-là en séparant les paires de F2L pour voir ce qui se passe lorsqu'on a besoin de repérer et lorsqu'on n'a pas besoin de repérer. J'ai l'intuition que sur la paire 4, on va trouver une meilleure efficacité lorsqu'on n'utilise pas de rotation. Du coup, puisqu'on n'a plus rien à voir à ce moment-là sur la suite. Et c'est sur la paire 2 par contre que c'est le plus intéressant de faire une rotation, surtout si l'une des deux dernières paires qui restent, elle a son arête ou son coin qui est coincé dans un autre slot. Voilà une illustration avec deux fois le même cas de F2L, ici et là, sur ce qui se passe quand on est sur la dernière paire ou sur l'avant-dernière paire. Par exemple, ici, j'aurais plus tendance, en voyant qu'il reste une paire, je vois même pas son coin, à regripper comme ça pour venir faire le cas un peu standard. Et ensuite, j'ai pu repérer où était le coin et terminer sans regrip puisque l'arête était maintenant bien orientée. Alors que, évidemment, quand c'est la dernière paire, je vais peut-être immédiatement faire un algo un petit peu plus sophistiqué pour terminer le cube rapidement. Bon, là, on voit que j'ai eu skip, c'est sûrement parce que le début de la résolution, c'était une pince. Je vais passer beaucoup plus vite sur le point suivant. Il s'agit des stats concernant l'ordre de résolution des paires. Ce qu'on en tire, c'est que dans les meilleurs solves, le slot BR est souvent résolu en premier et que la dernière paire est souvent réalisée dans le slot FR. Après, il manque trop d'informations pour vraiment déduire quelque chose de mieux que de dire commencer par les slots arrière, c'est bien parce qu'on voit mieux la suite. Le truc qui me bloque un peu dans ces graphes, c'est qu'on ne sait ni vraiment comment les rotations ont été prises en compte, c'est-à-dire les slots, est-ce que c'est les slots tels qu'ils sont après la croix
ou est-ce que c'est vraiment les slots tels qu'ils sont placés au moment de rentrer la paire. Mais dans ce cas, ça marcherait pas parce qu'on pourrait avoir par exemple 4 paires qui sont rentrées en FR, donc c'est pas le cas. Donc on ne sait pas comment les rotations sont prises en compte et on ne sait pas si les solves des gauchers ou des ambidextres ont été réécrits pour pouvoir être comparés avec les solves des droitiers par exemple. Donc voilà, j'en dirai pas plus sur cette stat-là. Le prochain point relevé par l'article, il concerne le type de mouvement les plus utilisés. Là aussi, pas grand chose à dire, les mouvements L et R se font concurrence. Si on utilise beaucoup l'un dans un solve, on utilise moins l'autre. Et c'est pareil pour les mouvements M et R. L'article met en avant que la mode de faire de plus en plus de S n'est pas justifiée parce que leur utilisation résulte toujours en des étapes plus longues que la moyenne. Donc d'après leur base de données et les statistiques sur cette base de données, sauf pour les OLL. Du coup, je serais à peine moins conclusif que l'article parce que si c'est déjà efficace pour les OLL, je pense que c'est parce qu'ils ont été introduits les S depuis plus longtemps dans les OLL. Pour illustrer l'existence précédente des S dans les OLL, j'ai pris ce cas d'OLL qui est quand même assez évident parce que pour ce cas, il a toujours existé l'algo avec le S. Simplement, quand on ne pouvait pas faire les S, on faisait petit f, R' avec le pouce. Donc on le résolvait comme ça à l'époque. Voilà. Alors que, donc petit f, R' avec le pouce. Alors que maintenant que c'est possible de le faire avec les nouveaux cubes, on va faire tout simplement S et directement la fin de l'algo. Voilà. Donc je dirais qu'on manque de recul encore pour conclure quelque chose sur les S par exemple. Il faudrait refaire les stats, disons, dans 1 ou 2 ans. Par contre, on garde en tête les arguments précédents sur pourquoi c'est bien de faire des rotations et des toGen à certains moments. On va terminer par le dernier élément pointé par l'article, c'est que les OLL points, c'est pas si nul. Pour être exact, lorsqu'un top cuber fait une OLL point, il met que 0,16 secondes de plus que quand c'est une autre OLL. Alors que quand il allonge l'insertion de la dernière paire, il ajoute en moyenne 0,27 secondes à son solve. L'autre argument qui va dans le même sens, c'est que les solves entiers qui contiennent des OLL points se retrouvent à peu près à mi-chemin en temps total entre les temps obtenus lorsqu'on tombe sur une OLL avec arête orientée et ceux lorsqu'on a un autre cas. La conclusion de l'article sur ça, c'est qu'il faut juste connaître les bons algos pour les OLL points et ne plus s'en soucier. Perso, je pense que si les OLL points sont pas si mauvaises, c'est aussi parce qu'on les repère vraiment facilement. Et d'un autre côté, la conclusion de l'article manque de nuances parce que je pense que ce qu'il faut dire, c'est que les OLL points, ça sert à rien de les éviter si on n'a pas un plan précis derrière. Si c'est pour faire une OLL normale après, c'est sûr qu'on perd de manière sèche la différence mentionnée avant. Donc 0,27 moins 0,16, on perd 0,11 secondes pour aucun gain. Par contre, si on se met sur un cas où on change de stratégie et on ne fait pas OLL-PLL après l'influence de la dernière paire, là ça peut valoir le coup. Et pour ça, il faudrait se pencher davantage sur le temps gagné ou perdu lorsqu'on fait des COLL, des OLLCP et des ZBLL. Apparemment, d'après d'autres stats qu'ils ont faites et que Jules m'a montré, ça vaut le coup pour les ZB et les OLLCP, mais pas pour les COLL. Donc je dirais que cette conclusion, elle s'étend et que éviter les OLL points si c'est pour une OLL normale ou une COLL derrière, c'est pas la peine. Dernière chose importante, dans toutes ces analyses, il ne faut pas confondre ce qu'on souhaite avoir et ce qu'on souhaite faire de façon générale sur le cube avec ce qui a été obtenu et ce qui a été fait dans les meilleurs solves. Qu'on en revient au biais de la base de données. De la même manière, il ne faut pas confondre ce qui arrive le plus dans ce corpus de solve, donc dans cette base de données, avec ce qui arrive le plus statistiquement. Donc j'ai mis ce diapo avec les OLL les plus fréquentes dans la base de données pour montrer qu'il y a bien un biais de sélection avec le fait que c'est des bons temps. Et voilà, c'est tout pour l'instant pour cette analyse de reconstruction et cette lecture de l'article de SpeedCubeDB avec leur joli graphique.
Je dis c'est tout, mais ça fait déjà beaucoup, je pense. Après, pour ceux qui ont envie, on poursuit les analyses, les critiques, les remarques, les idées dans les commentaires de cette vidéo ou sur le Discord de l'AFS où vous me trouvez facilement. Et je vous dis peut-être à une prochaine sur une vidéo du même genre. Allez, ciao!